Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous êtes au grand rendez-vous. Nous sommes le 3 juillet 2018. On se retrouve tout à l'heure pour le menu de votre émission. Ce soir, je serai en compagnie de 3 hommes. Oui, Fiacre Aladaye, agronutritionniste, tu as reçu dans la rubrique Nature et bien-être pour parler de l'alimentation en période d'examen, les précautions à prendre. Vous savez que les enfants, les tout petits, ont démarré déjà les compositions ce lundi pour l'obtention du certificat d'études primaires, CEP. On aura notre agronutritionniste sur le plateau pour nous dire un peu les conduites à tenir lorsqu'on parle d'alimentation en cette période d'examen. À part lui, nous aurons sur ce plateau Alao Afid Adjassa. Il est juriste d'affaires pour parler de l'emprunt obligataire, mais cette fois-ci par appel à l'épargne publique. Quel intérêt pour l'État? On aura l'expert tout à l'heure pour aborder le sujet dans la rubrique Autant savoir. Le dernier plateau consacré à expert reçoit Lot Akbo, il est ingénieur agronome, pour parler de la journée internationale des coopératives qui aura lieu le samedi 7 juillet prochain. Journée internationale des coopératives pour une production et une consommation durable. Voilà donc le menu du grand rendez-vous de ce 3 juillet 2018. Mesdames et messieurs, recevez avec moi Estelle Pazou pour le menu du 1945 de l'autre côté de la rédaction. Estelle, bonsoir. Bonsoir, heureuse d'annoncer. Vous portez très bien? Très bien. D'accord, Estelle Pazou. Alors, on aura quoi au menu du journal de ce soir? Les candidats à l'examen du certificat d'études primaires ont affronté hier les premières épreuves. Au sortir, ils étaient tous confiants. La tarification au niveau des pompes péages et pesages a doublé. Les nouveaux tarifs sont entrés en vigueur depuis le 1er juillet. Un consultant en économie donne son avis. Et puis, une exposition photographique célèbre la 22e mission médicale de Ningxia au Bénin. Elle a eu lieu vendredi dernier au Centre culturel chinois. Restez avec nous pour les détails. On restera avec vous pour les détails lorsqu'il va sonner 19h45. Estelle Pazou, à tout de suite. À tout à l'heure, heureuse d'annoncer. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, on va installer notre tout premier invité. Il s'agit de Alao Afid Adjassa, juriste d'affaires dans Autant savoir. Alors, nous sommes avec Alao Afid Adjassa, juriste d'affaires, pour poursuivre les échanges que nous avons entamés hier avec un autre expert. On parle depuis ce lundi d'emprunt obligataire. Aujourd'hui, avec notre juriste d'affaires, on va parler d'emprunt obligataire par appel à l'épargne publique. Quel intérêt pour l'État? Mais d'abord, on va suivre ce reportage réalisé par Patrick Adjaboudjou sur emprunt obligataire. Entre l'emprunt obligataire et les prêts de la Banque mondiale, moi je choisirais volontiers l'emprunt obligataire. L'emprunt obligataire,
un mode de placement de capitaux sécurisé à un taux d'intérêt fixe et rentable. Un mode souvent privilégié par les États pour mobiliser des ressources financières au profit du trésor public et diversifier les sources de financement. Parfois, on a de la liquidité, il faut tourner l'argent. Les plus riches aujourd'hui, ils placent l'argent et c'est l'argent qui travaille pour eux. L'État vient sur le marché financier et dit j'ai besoin que vous m'empruntiez 100 millions. En contrepartie, je vous donnerai 6% et je ne serai à même de payer avant 3 ans. Ça veut dire que vous allez prêter votre argent à l'État qui va le garder par devers lui pendant 3 ans. Et pendant tous ces 3 ans, selon ce que vous avez défini ensemble, l'État sera en train de vous verser 6% du montant que vous lui avez prêté. Un instrument financier pour fructifier l'épargne et booster les projets de développement. L'emprunt obligataire, en son principe, c'est une très belle opération. Et si un gouvernement, par exemple, revient à dire que je préfère faire de l'emprunt obligataire plutôt que recourir au prêt, c'est une très bonne opération que je conseillerais même aux particuliers. Et non seulement aux particuliers, mais aux PME, PMI. Les petites entreprises doivent voir en cette opération une bouffée d'oxygène. Sur le marché financier régional, pour lever des fonds, aucun État ne peut décider à lui seul de l'émission d'un emprunt obligataire. L'État doit avoir en amont le quitus du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers de la Bourse régionale des valeurs mobilières. 60 milliards de francs CFA, c'est le montant du dernier emprunt obligataire lancé par le Bénin sous la gouvernance du président Talon. Cet emprunt est la 5e expérience du Bénin sur le marché financier régional. C'est un marché financier qui est réglementé et qui a des règles, et les règles sont appliquées à tous ceux qui viennent sur le marché. Certes, l'État a d'autres sources de financement, mais il a besoin aussi d'aller sur le marché financier pour lever des emprunts. On a demandé 150 milliards l'année dernière et on a obtenu près de 170 milliards. Et cette année, on a demandé 60 milliards. Moi, mon souhait est que l'État revienne encore l'année prochaine. Si l'émetteur de l'emprunt obligataire communique davantage sur l'utilité de cette opération, l'État gagnerait à mobiliser plus de ressources financières sur le marché financier régional. J'exhorte le gouvernement à communiquer davantage autour de ce qu'on appelle l'emprunt obligataire. Si elle est formée, si cette population est informée et formée à l'idée de ce que c'est que l'emprunt obligataire, je pense qu'on le comprendrait mieux, qu'il y aurait moins de critiques inutiles et qu'il y aura davantage d'engouement sur le marché financier chaque fois que l'État émet des obligations. Pour le compte de l'année 2018, les chiffres de l'opération d'emprunt obligataire lancée le 23 avril et clôturée le 22 mai dernier ne sont pas encore connus. Et on retrouve sur le plateau M. Alao Adjassa Afid, oui, juriste d'affaires. Monsieur Adjassa, bonsoir. Bonsoir, heureuse. Vous portez très bien? Je vais bien, merci. Et vous-même? Je vais très bien aussi. Super. Je suis encore plus heureuse d'être en votre compagnie ce soir. La joie est partagée. N'est-ce pas? Alors, on vous a eu à travers le reportage, vous aviez dit tantôt que vous préférez l'emprunt obligataire au détriment des prêts bancaires. Et bien, pourquoi cela? Parce que l'emprunt obligataire, dans l'emprunt obligataire, celui qui fait appel à épargne pour son emprunt a la capacité, a la possibilité de fixer les conditions auxquelles il souhaite rembourser. D'accord. Ce qui n'est pas le cas avec les prêts. On vous impose. Les banques vous imposent leur taux d'intérêt, tout à fait. La durée du remboursement, les modalités de remboursement. Et généralement, lorsque vous prêtez auprès d'une banque, vous remboursez capital et intérêt au fur et à mesure. Ici, vous prenez, disons ça simplement comme cela, pour que les populations puissent mieux comprendre. Vous prenez de l'argent auprès d'anonymes et vous ne leur versez que l'intérêt que cet argent devrait générer durant toute la période du prêt. Et c'est seulement
à la fin de la période convenue entre vous et ces anonymes que vous retournez le capital. Le capital. Donc, je ne pense pas qu'il y ait besoin d'expliquer davantage pourquoi est-ce qu'il y a une différence entre emprunt obligataire et prêt bancaire. Et prêt bancaire. Mieux, toujours au niveau des conditions, quand je considère la situation d'une personne physique individuelle qui n'est pas souvent sur ces marchés, oui. La banque va lui demander des garanties. Des garanties, elle peut être immobilière, comme elle peut être personnelle. Et parfois, le simple fait de ne pas pouvoir accéder à ces garanties peut empêcher cet individu, cette personne physique, d'avoir le prêt. Ici, on n'a pas besoin de garantie. Vous avez la possibilité de ne pas offrir de garantie parce que le marché sur lequel nous sommes, a priori, est un marché sécurisé. Okay, il s'agit de marché financier qui a ses propres polices, ses propres règles et ses propres sanctions. D'accord. Donc, vous n'avez pas besoin de garantie supplémentaire pour faire confiance ou pas à un investisseur ou à une personne qui vient sur ce marché demander un emprunt. Un emprunt, oui. D'accord. Mais lorsqu'on en vient à l'emprunt obligataire par appel à l'épargne publique, qu'est-ce qu'on peut comprendre par cela? Est-ce qu'il y a une différence entre... Parce que l'expert qui était là hier nous a présenté, je crois, au moins 3 types d'emprunts. Est-ce qu'il y a une différence entre les 3? Oui, je n'ai pas malheureusement suivi l'élément de votre expert. Donc, rappelez-nous alors ces 3 types d'emprunts. Je sais que si vous voulez, oui. On peut opposer l'emprunt obligataire par appel public à l'épargne à l'emprunt obligataire sans appel. La différence principale réside en ce que, avec l'appel à l'épargne publique, à l'appel public à l'épargne, oui, voilà. vous vous adressez, comme son nom l'indique, à un public, un monde plus vaste. Le choix est plus grand. Il y a plus de personnes qui ont la possibilité de souscrire à votre emprunt, alors que lorsque c'est sans appel public, le nombre d'investisseurs auxquels vous vous adressez est restreint. Le droit au HADA limite ce nombre à 100 personnes qui pourraient souscrire à une telle obligation dans le cadre d'un emprunt obligataire sans appel public à l'épargne. Dans l'appel public à l'épargne, tout le monde peut y participer. Le monde est plus grand. Le public de souscripteurs est plus élargi. Et la chance d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé au début en émettant ces obligations est plus grande. Donc, principalement, c'est la différence entre emprunt public à épargne, emprunt obligataire. Oui, en fait, le thème un peu, oui. Oui, le thème me dérange un peu parce que emprunt obligataire a évolué désormais. Par appel public à l'épargne. Voilà, on va y arriver. Désormais, on dit soumettre ces fonds au public. D'accord, tout simplement. À ce marché financier. Tout simplement. Est-ce que c'est à cause de ces avantages-là que notre État, l'État béninois, souscrit beaucoup plus à ce type d'emprunt? Évidemment. L'État béninois émet beaucoup plus les emprunts obligataires par appel public à l'épargne. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais il faut croire que oui, parce que... C'est ce que m'a dit, c'est ce que m'a dit le reporter Patrick Adiagwedjou. Oui, il faut croire que oui. Parce je m'en tiens à ses propos. Il a sans doute raison, mais on n'a pas besoin d'être dans les secrets des dieux pour comprendre. De façon évidente, ce mode de financement présente des avantages. Je pense que toute personne, même en dehors de l'État, serait ravie de pouvoir dire écoute, je veux que tu me prêtes 10 000 francs, mais je te le rends dans 5 ans. Tout le monde voudrait ça. Oui, mais en attendant, tu es en train de bénéficier des intérêts. Des intérêts. Tout le monde voudrait ça. Donc, pourquoi est-ce que l'État n'irait pas vers cet instrument qui est en soi une source supplémentaire de financement. Une source supplémentaire de financement.
Ça ne veut pas dire que l'État n'a plus accès à ses financements habituels. Et quels sont ces financements habituels? C'est le trésor public, les tasses, c'est les aides au développement, c'est les prêts auprès des institutions de Bretton Woods, FMI, Banque mondiale et tout. Donc, elle dispose toujours de cela, mais elle y recourt à l'emprunt obligataire de plus en plus, peut-être parce que finalement, elle a compris qu'il y a là également... c'est plus avantageux. C'est plus avantageux. Que les aides et autres prêts. Oui, moi je prends le plaisir de dire que ces aides-là, nous on ne connaît pas les conditions qui sont posées à la base. Après, on nous présentera, nous public, citoyens, on nous présentera des conditions. Généralement, on ne nous dit même pas. On apprend juste que voilà, FMI vient d'octroyer 400 milliards à tel État, mais à quelles conditions? Tout à fait. À quelles conditions? Eh oui. Est-ce que ce n'est pas sur ces marchés que nos matières premières s'envolent? Est-ce que ce n'est pas des contreparties très lourdes que nous payons? Ce qui est sûr, quand il s'agit de l'emprunt obligataire, il y a des obligations de publicité. Voilà. Qui fait que dès le départ, et le citoyen et celui qui émet connaissent les conditions auxquelles le financement sera remboursé. Oui. Mais vous l'aviez également souligné, vous proposeriez l'emprunt obligataire aux PMI et PME. Une opportunité? Oui, je trouve que c'est une opportunité parce que si vous disposez de ce fonds et que vous devez faire des investissements, comme je vous dis, les conditions sont connues d'avance. Vous savez où se trouve votre argent et vous savez que vous pouvez récupérer des intérêts. Pourquoi ne pas y aller? C'est la première manche de l'opportunité que ça représente pour les PME, PMI. Sachant que là, il faut prendre PME comme PME, PMI dans sa définition technique, qui fait que très peu d'entreprises répondent à cette caractéristique parce qu'il s'agit d'un certain nombre de chiffres d'affaires, un chiffre d'affaires élevé. Ça veut dire qu'on est en train de parler de grands groupes. Il ne s'agit pas des micro-entreprises que nous avons. Néanmoins, je trouve aussi que quand on doit prendre PME, PMU comme l'entendement général, comme une petite structure, il y a également une opportunité. Mais pour que ça devienne une opportunité, il faut qu'il y ait un travail législatif autant au niveau du Bénin qu'au niveau du droit WADA, qu'au niveau de l'UEMOA, pour que désormais on puisse permettre à ces petites sociétés constituées en SARL et autres d'accéder à ce marché financier. Ce n'est pas encore le cas dans notre pays, ce n'est pas encore le cas. On n'a pas encore constaté la chose. Ce n'est pas encore le cas et en ces temps où nous promouvons l'entrepreneuriat, où on pousse les jeunes à aller à l'entrepreneuriat, où le financement est difficile. Le financement est difficile. Ça peut être une option. Voilà, si ces petites entreprises peuvent avoir accès à ce marché à travers ce qu'on appelle le financement participatif, ils pourraient plus facilement mobiliser les ressources qu'il faut pour investir dans leurs entreprises, pour faire développer leurs diverses entreprises. C'est en cela que ça pourrait également représenter une très grande opportunité pour les PME, PMI. PME. Merci beaucoup. Le temps, malheureusement, qui nous est imparti tire à sa fin. On a encore tellement de choses à développer par rapport à ce sujet emprunt obligataire par appel public à l'épargne. Mais on aura le temps d'avoir demain un autre expert sur le sujet toujours. Merci beaucoup, Monsieur Alao Afida Diassa. C'est moi qui vous remercie. Bonne soirée. Merci, bonne soirée, heureuse. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, on va laisser Alao Afida Diassa, juge d'affaires, partir pour retrouver ici même sur ce plateau Monsieur Fiacre Aladaye. Il est agronutritionniste pour parler de l'alimentation en période d'examen, c'est nature et bien-être. Quel type d'alimentation pour les candidats aux différents examens? On aura sur le plateau un agronutritionniste pour aborder la question avec nous. On va suivre en attendant de le voir ce reportage réalisé par Peggy Baguidi sur la nutrition biologique. La malbouffe entraîne des problèmes
récurrents que nous connaissons comme le cancer, les maladies cardiovasculaires, etc. Ce sont entre autres les maladies graves qui gagnent de nos jours du terrain et qui touchent pratiquement toutes les générations. Par ignorance ou par snobisme, nous consommons pour la plupart des produits importés ou en conserve, source d'énormes dégâts de santé. Pour Dame Irène Michaudini, l'une des solutions pour garantir une bonne santé, c'est le bio. En milieu urbain, nous avons tendance à faire du conformisme, à copier ce qui est le made de l'extérieur, c'est-à-dire les produits comme les pâtes alimentaires, les couscous, qui ne nous apportent que de l'énergie. Très peu de Béninois, notamment dans les milieux urbains, sont accros des légumes. Or, ce sont les légumes qui apportent les sources de micronutriments dont nous avons besoin pour renforcer notre système immunitaire, pour avoir le bien-être nécessaire à notre santé durable. Mais j'ai eu la chance de faire des études dans des milieux ruraux où des tendances d'analyse ont révélé que les pauvres mangent plus diversifié que les riches. Ça paraît bizarre, mais ce n'est pas bizarre, puisque les légumes, feuilles et autres sont collectés dans la nature, sont cueillis. Bien que certains consommateurs citadins peinent à réussir leur mode alimentaire, d'autres ont réussi la transition. La santé n'a pas de prix. Il ne faut pas qu'on dise qu'on préfère aller au marché, prendre des trucs de jardin avec des engrais et se rendre malade après. On prend le menthe, le chiayo, le fotete, le goma, le chiayo, les piments. Je prends aussi les carottes, concombres. C'est le même prix qu'au marché. À part le piment que je prends à 800 francs, la corbeille au marché, chez eux, comme c'est bio, et qu'avec le coût, tout ça, là, ils font ça à 1000 francs. Retour aux recettes de grand-mère. Dans ses recherches, elle a découvert plus de 90 recettes du terroir à base des produits naturels. Nos recettes grand-mère et autres, ça mérite d'être diffusé. Et que le citoyen lambda, qu'il soit en milieu urbain ou en milieu rural, puisse valoriser ces recettes locales et mettre ça à la disposition des enfants, puisqu'ils en ont besoin. Certes, se nourrir est l'un des 5 besoins fondamentaux de l'homme, mais il ne sert à rien de mal s'alimenter pour mal finir. Et on retrouve Fiacre Aladaye, agronutritionniste, sur le plateau pour aborder le sujet. Oui, quel est le sujet? Alimentation en période d'examen, les précautions à prendre. Monsieur Aladaye, est-ce que selon vous, les enfants doivent manger bio ou tout ce qu'on trouve, il faut consommer? Parce qu'à travers le reportage, on a fait l'éloge du bio. D'accord, merci beaucoup. Je crois la question de la consommation du bio, cela va de soi. Parce que ce n'est juste qu'une technologie que les gens utilisent pour peut-être réinventer le monde, mais rien n'est à réinventer. Ce n'est rien d'autre que ce que nous avons l'habitude de manger. Oui. Et bio, simplement pour dire que c'est fait sans engrais chimiques et que c'est plus naturel. Sinon, c'est juste des produits naturel qu'on met sur le marché. Donc, en fait, c'est juste un jeu de mots. C'est juste un jeu de mots. Alors, on nous a parlé de chayo, fotete et tout. Qu'est-ce que les enfants doivent consommer? C'est vrai, le bio, mais quel type d'aliments, quel type de produits ingurgités en cette période d'examen-là? Okay. Merci beaucoup. Je vais rapidement parler de la consommation des légumes avant de dire de façon générale ce que les enfants doivent consommer en période d'examen. Et la consommation des légumes est essentiellement capitale pour les enfants, pour les candidats d'ailleurs. Pourquoi? Parce que ça contient suffisamment. Ce n'est que par là que les enfants ont accès à un apport suffisant de fer pour éviter les épisodes d'anémie fériprive, des manques de fer, pour ce qui va créer de l'anémie. Et en plus de ça, alors que c'est ça, le fer que l'organisme utilise pour nourrir le cerveau avec la respiration, l'oxygène apporte le fer. Alors que dans cette période, voilà, le cerveau est très sollicité. Tout le temps sollicité. Donc, il faut consommer suffisamment du fer.
Autre que ça, il y a les fruits aussi qui sont toutefois négligés, que les enfants doivent beaucoup consommer pour avoir une bonne quantité de ce fer-là et aussi de la vitamine A, du zinc, de l'iode, qui sont en général des micronutriments nécessaires pour le bon fonctionnement de l'organisme. Donc, il est conseillé de remplacer, surtout pour les enfants, qui s'adonnent au grignotage. Parce que dans cette période où il y a beaucoup de révisions à faire, beaucoup de leçons à apprendre, il y a beaucoup qui s'adonnent au grignotage de bonbons, de biscuits, de pain et ses dérivés, dérivés de blé, qui en réalité ne sont pas des aliments à consommer, surtout en période de grande activité intellectuelle. Voilà. D'abord, c'est pauvre, c'est des aliments raffinés qui n'apportent pratiquement rien à l'organisme. Et en plus de ça, ça empêche encore la disponibilité des micronutriments que les enfants auraient déjà mangés dans les légumes et les fruits qu'ils auraient consommés. Autre que ça, il y a beaucoup qui ont tendance, surtout les parents, qui n'hésitent pas à changer de régime alimentaire aux enfants en ces périodes d'examen pour mettre les enfants à l'aise. Je pense que c'est une très mauvaise chose parce que lorsque vous changez de régime alimentaire aux enfants ou bien lorsque vous insérez de nouveaux aliments dans le régime alimentaire des enfants, ça fait plus de travail pour le cerveau qui doit d'abord capter l'aliment qui est manger et le reconnaître avant de pouvoir le dissimuler. Donc ça fait ça fait d'abord un travail supplémentaire qu'on demande au cerveau. Donc nous demandons aux parents de nourrir les enfants, de laisser les enfants manger comme ils ont l'habitude de manger, de ne pas du tout changer leur habitude alimentaire et de les mettre à l'aise comme ils peuvent, mais de ne pas vouloir, en voulant leur faire plaisir, ajouter ou bien changer carrément leur style alimentaire. D'accord. Ce qu'on peut peut-être changer, c'est peut-être la consommation fréquente des fruits qui doivent être là tout le temps à côté aux enfants pour que l'organisme bénéficie effectivement de tous les micronutriments nécessaires. Pour bien fonctionner. Bien fonctionner. On sait également qu'en cette période-là, les enfants veillent beaucoup. Ils étudient jusqu'à une heure donnée. Déjà, à quelle heure ces enfants doivent déjà manger pour faciliter la digestion, afin de bénéficier, afin que l'organisme puisse bénéficier de tous ces nutriments, bons nutriments qu'ils ont pu ingurgiter. D'accord. Merci beaucoup. Je pense que la question d'heure, ou bien l'heure à laquelle les apprenants, ou bien tout individu doit se coucher, je crois, doit manger avant d'aller au lit, je crois que c'est un problème qui sème beaucoup de confusion. Le plus important, c'est de pouvoir manger au moins 1 heure avant d'aller au lit. Et lorsque vous mangez au moins 1 heure avant d'aller au lit, vous avez le temps de faire certains mouvements. Ce n'est pas question de rester devant la télé, de manger, de rester assis et commencer par dormir, non. C'est de pouvoir mouvoir un temps soit peu avant d'aller au lit. Donc, il n'y a pas 1 heure fixe où on a dit à telle heure, à 18h, il faut manger, à 20h, il faut manger. Je crois que c'est un faux problème. Tout dépend de l'activité que l'on mène après, comment on appelle? Après avoir mangé. Alors, pour les apprenants, surtout les candidats, de façon précise, il va falloir qu'ils mangent constamment. Il n'est pas que j'ai souvent l'habitude de dire de manger avant d'avoir faim. Il n'est pas question de faire des sauts de repas. Il n'est pas question de dire nous allons manger tôt pour la digestion. Non, il est question de manger tôt, mais d'avoir forcément quelque chose à côté. Par exemple, comme je l'ai dit, le fruit. Là, ça dit que vous conseillez également le grignotage? Le grignotage, mais pas de ce que les gens ont l'habitude de grignoter. Les candidats doivent grignoter les fruits, d'accord, ou bien les produits frais que nous avons en cette période-ci, l'arachide frais, le maïs frais. Si c'est à côté, je crois que c'est une très bonne chose, de l'orange, les fruits de façon générale. Il y a aussi la banane qui est composée, qui regorge de beaucoup de sucre lent, qui se dégrade de façon progressive et ça maintient le cerveau toujours en éveil. En éveil, voilà. Pour l'énergie. Pour l'énergie. Voilà. Il n'est pas du tout bon de s'adonner aux autres grignotages, surtout le blé et ses dérivés qui ne font pas du tout bon ménage dans l'organisme. Voilà. Vous l'auriez compris, mesdames et messieurs, on aura beaucoup plus de conseils sur ce plateau de Nature et Bien-être, des conseils à l'endroit de nos frères, de nos enfants candidats aux différents examens. Mais lorsque tous ces conseils ne sont pas respectés, à quoi l'organisme de l'enfant est sujet?
D'accord. Lorsque on change les habitudes alimentaires en période d'examen ou bien de révision, d'abord, je l'ai dit tout à l'heure, le cerveau est plus sollicité. Ça fait un travail supplémentaire pour le cerveau. Il y a des moments où on assiste à des enfants dans les centres de composition qui ont des maux de ventre, qui ont la diarrhée au cours des compositions. Vous voyez, ça indispose carrément les enfants. Aussi, il y a des enfants qui peuvent somnoler ou bien qui peuvent dormir tard ou bien qui peuvent se réveiller. Lorsque l'organisme n'est pas bien à l'aise, lorsque nous n'avons pas tous les micronutriments qu'il faut, l'enfant peut avoir de ces petits problèmes au cours de la composition. Et c'est des choses qu'il faut éviter. Ça agit sérieusement sur les résultats du candidat et ça peut faire l'année prochaine pour le candidat. Malheureusement, c'est ce qu'on ne souhaite pas. Ce qu'on ne souhaite pas parce que on suivra dans le journal tout à l'heure, on dit que tous les candidats à la sortie déjà de la composition hier, tous étaient confiants. Et on espère que cette confiance sera également remarquée au niveau des résultats. Mais là, on sait qu'en cette période-là, les enfants sont beaucoup plus stressés. Est-ce qu'il y a des produits alimentaires à consommer pour déjà canaliser ce stress-là ou pour que ce stress-là ne porte pas atteinte à l'organisme dans cette période-là? Merci beaucoup. Je pense, comme je viens de le dire tout à l'heure, on ne va rien inventer. On ne va rien inventer, tout existe déjà. Et tout ce que l'homme fait de mauvais, c'est de vouloir dénaturer ce qui existe déjà et inventer son propre monde, ce qui nous crée des soucis. Alors, lorsque les enfants sont stressés, lorsqu'il y a le stress, lorsqu'il y a tout un tas de cours à étudier, c'est d'ailleurs pour ça que je conseille d'avoir suffisamment d'aliments. Et surtout, il n'est pas question de vouloir manger des plats importés ou bien des repas chics et tout. Notre pâte que nous avons l'habitude de manger, c'est très indispensable et surtout les céréales complètes, que ce soit la pâte. Je ne parle pas des pâtes alimentaires à base de blé, parce que c'est des produits suffisamment macaroni. C'est des produits suffisamment pauvres qui ne contiennent pas grand-chose et ça, c'est rien. Les enfants doivent consommer nos céréales, surtout les céréales complètes. Je veux parler du maïs, c'est-à-dire sous forme de pâte ou d'autres formes. Ils peuvent consommer le riz, ils peuvent consommer le sorgho, le mil et tout ce qu'il y a comme céréales dans le fonio et tout ce qu'il y a comme céréales dans nos régions. Ce sont des céréales complètes qui contiennent suffisamment de vitamine A, de vitamine B, excusez-moi, suffisamment de vitamine B, qui sont d'ailleurs les complexes de vitamines qui agissent sur le système nerveux, surtout pour calmer par exemple la nervosité. Donc, tant que vous n'allez pas bien consommer, vous serez tout le temps nerveux, tout le temps stressé et on est agité. Et ça conduit parfois à des troubles de mémoire, surtout au cours des compositions. Donc, il faut manger varié et juste à côté, avoir surtout de fruits. J'ai aussi souvent conseillé d'avoir un bidon d'eau sur soi. Je crois qu'on peut interdire aux candidats de manger dans la salle de composition, mais on ne peut pas leur interdire d'avoir un bidon d'eau sur soi ou bien sur eux-mêmes en composition. Donc, juste à côté, même en cas de manque d'inspiration, les candidats peuvent respirer un coup, prendre une gorgée d'eau. Je pense que ça règle. Cette gorgée d'eau-là ramène l'inspiration ou quoi? Bon, ça calme davantage les nerfs. Encore que l'eau est composée de beaucoup de micronutriments, ça calme davantage les nerfs et ça fait reposer tout l'organisme. Vous imaginez, vous-même, vous savez, vous avez fait l'expérience quand vous marchez sous le chaud soleil ou bien vous êtes fatigué, stressé et tout, et que vous prenez un peu d'eau. On se sent quand même. Eh oui, tout à fait. On sent quand même un coup de satisfaction. Je crois que c'est une technique qui marche souvent très bien. C'est toujours à cause de la richesse. Mais quel type d'eau? Parce qu'on en a tellement maintenant sur le marché. Oui. Au minéral, au plate. L'eau, même s'ils peuvent trouver même de l'eau de pluie, l'eau de jarre, ça serait même la meilleure. Vous faites souvent recours toujours à la nature. À la nature. Vous voyez, il y a... Je ne veux pas faire de la contre-publicité. Il y a des eaux actuellement sur le marché qu'on vend un peu partout, de l'eau citronnée. Et vous verrez que sur les emballages, sur l'étiquette, vous lisez bien, vous ne verrez pas le citron, mais on vous a dit citron. Mais quand à la partie
ingrédients, vous verrez extraits végétaux. De quel extrait le consommateur ne veut pas savoir. On va pas Donc, de l'eau simple, les enfants, de l'eau simple en cette période d'examen. C'est le même type d'alimentation, n'est-ce pas, oui, pour tous les candidats, quel que soit leur âge. Que ce soit leur âge, même type d'alimentation. Consommer, comme vous avez l'habitude de consommer beaucoup de fruits et vous verrez que tout va bien se passer, surtout en période de révision, même les jours de composition. Aussi. Merci beaucoup, Monsieur Aladaye, Fiacre Aladaye, agro-nutritionniste. Avec vous, on a eu les conseils, assez de conseils pour nos jeunes candidats qui vont aux différents examens. Déjà, au passage, on souhaite du courage à ceux qui révisent encore et bonne chance à ceux qui sont en pleine composition déjà, à nos tout petits. Bon retour chez vous, Monsieur Aladaye. Merci beaucoup. Merci. Oui. Alors, mesdames et messieurs, le tout dernier plateau du grand rendez-vous ce soir, Espère. Nous sommes avec Monsieur Lotakpo, il est ingénieur agronome, pour parler de la journée internationale des coopératives. Il est dit que chaque premier samedi du mois de juillet, la communauté internationale célèbre les coopératives. Cette édition, l'édition 2018, tombe le samedi prochain, samedi 7 juillet prochain. Et le thème retenu, on parle d'une production et d'une consommation durable grâce aux coopératives. On va revenir sur la thématique avec notre invité, Monsieur Akpo. Bonsoir. Oui, bonsoir. Très bien habillé dans votre tissé brodé. Ah, merci beaucoup. Alors, on parle de cette journée-là, la journée internationale des coopératives. Oui. Est-ce que c'est une journée de plus? Non, je ne dirais pas une journée de plus. Et la coopérative existait il y a très longtemps, mais il a fallu l'année 1995 pour que l'ONU décide de déclarer tous les premiers samedis du mois de juillet pour célébrer cette coopérative qui existe. Donc depuis 1995, on célèbre déjà cette journée-là. Oui, depuis 1995. Oui. Donc, d'abord, nous allons partir de ce que c'est qu'une coopérative pour mieux comprendre pourquoi il faut consacrer toute une journée à célébrer cela. Et une coopérative, c'est une association autonome de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs au moyen d'une entreprise dont la propriété est collective et où le pouvoir est exercé démocratiquement. J'ai fait appel à assez de mots pour définir ce que c'est que la coopérative. Et lorsque vous allez dans les milieux ruraux, vous allez mieux comprendre ce que c'est que la coopérative. Parce que les producteurs, pour mieux faire porter leur voix, pour mieux vendre ce qu'ils produisent, pour mieux s'outiller en matière de dernières technologies, ils sont obligés de s'associer, de se regrouper. Et là, maintenant, ça facilite l'obtention, par exemple, des dernières technologies, par exemple. Et ainsi donc, celui qui n'a pas les moyens de se procurer tout le matériel, par exemple, pour aller à une production individuelle, peut bénéficier, jouir des mêmes offres que celui qui a les moyens de s'installer dans sa ferme seul et trouver tous les moyens nécessaires. Voilà pourquoi il est intéressant de vivre en coopérative. Et comme le dit l'adage chez nous, on dit quand on s'associe, on unit nos forces. Nos forces. Exactement. Ensemble, on est plus fort. Exactement. Donc, quand les producteurs, par exemple, il y a différents domaines. Ce n'est pas que le domaine agricole. Mais moi, en tant qu'agronome, je vais plus insister sur le domaine agricole. Exactement. Parce que lorsqu'on parle même de coopérative, c'est très souvent ce à quoi on pense, les agriculteurs, regroupement des agriculteurs. Oui, souvent c'est ça, mais c'est une erreur. Puisque les artisans, tous ceux qui... En quelque sorte, les coopératives fonctionnent comme des entreprises. Des entreprises. Oui. Donc, des SA bon, pas forcément. Bon, les deux types de sociétés. Exactement. D'accord. Ben, quelle est l'importance des coopératives, l'importance des coopératives pour le développement de notre nation? Parce qu'on dit que cette journée est également dans le cadre de l'atteinte des objectifs des ODD 12.
Oui, et je le disais tout à l'heure que ça facilite l'accès à plusieurs outils, à plusieurs matériels. Je vais peut-être prendre un exemple pour mieux outiller ce que nous sommes en train de dire. Lorsque nous prenons les producteurs de coton dans la commune de Banikwara, par exemple, vous savez, au départ, il n'y avait qu'une seule université au Bénin, et c'était à Bomé-Calavi. Mais les producteurs de coton de la commune de Banikwara, ils se sont associés pour combiner leurs efforts. Et ainsi donc, par exemple, quand ils vendent du coton, ils se sont entendus et une part est prélevée sur le kilogramme. Donc, ce montant cumulé avec ça, ils ont pu prendre par exemple une parcelle ici à Calavi où les enfants, après le bac, au lieu de venir rester dans les locations, non, ils ont resté désormais pour mieux faire face à leurs études universitaires. Ça, par exemple, vous voyez, de leur union à la base, d'abord, ça leur permet de trouver les intrants à bonne date, de mieux trouver les outils nécessaires, par exemple, pour la culture attelée. Et les coopératives qui ont évolué passent de la culture attelée, c'est-à-dire attraction animale, au tracteur. Vous voyez? Donc, depuis la base, leur commune, vous avez vu juste où ils sont arrivés, par exemple. Et si ça continue jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une bonne gestion. Tout le monde est d'accord pour le principe, les principes étant clairement définis. Donc, vivre en coopérative, ça fait appel à des valeurs fondamentales, telles que, par exemple, les prises en charge personnels ou les mutuelles. Et d'autres, de par leur coopérative, peuvent créer des centres de santé pour se faire soigner leurs femmes, leurs enfants et autres. Donc, quand on parle de coopérative, forcément, on ne peut qu'aboutir à un développement s'il y a un suivi. S'il y a un suivi. Oui. Mais aujourd'hui, vous avez dit tantôt que depuis des années, on constate toujours l'existence des coopératives. Mais quand même, moi, je dirais que sous nos cieux, la chose se fait de moins en moins constatée, remarquée. On ne voit plus l'effet des coopératives en tant que telles. Pour vous, agronomes, c'est le cas? Non, moi, je ne dirais pas le cas. Puisque la production, elle est toujours continue dans nos milieux ruraux. Et quand vous intégrez un milieu rural, vous allez vous rendre compte toujours qu'il y a une directive. Il ne marche pas individuellement. Il se complète toujours. Que ce soit les producteurs de maïs, des producteurs de noix d'ananas, de palmiers à huile. Au départ, il y a toujours, on sent une concentration, il se complète. Et c'est une solidarité manifestée. Mais dans le même temps, une solidarité manifestée, mais dans le même temps, est-ce que cela n'a pas des inconvénients, se mettre en coopérative? Justement, ce qui a un avantage, il y a forcément d'inconvénients. Il y en a qui se croient plus intelligents que d'autres. Et au lieu de respecter les principes prédéfinis par eux-mêmes, ils se mettent à jouer à l'esprit, à jouer au malin. Et finalement, quand on vous épingle, c'est que vous êtes expulsé du groupement de la coopérative, tout simplement. Tout simplement. Oui, parce qu'il existe des règlements qui se font appliquer à toute personne qui accepte d'être membre d'une coopérative. Donc, au vu de tout cela, il y a de quoi consacrer toute une journée pour parler, par exemple, pour permettre à ceux qui ne sont pas du domaine et qui ignorent l'existence de cette coopérative de savoir qu'il y a une telle organisation et qu'il faut les accompagner, les soutenir. Et l'autre chose, je disais, ils bénéficient d'appui de tous sens. Donc, quand ils vivent en coopérative, par exemple, ça leur permet d'avoir assez de moyens. Des dons, des ONG. Voilà, on va venir à on va parler de ce point du sujet tout à l'heure, pour voir un peu les avantages, surtout lorsqu'on est à la recherche de financement pour des projets. Est-ce qu'il faut se mettre en coopérative pour atteindre ces objectifs? On va poursuivre le débat tout à l'heure, les échanges tout à l'heure, parce que là, il est l'heure. On va suivre le journal. On retourne donc l'antenne, mesdames et messieurs, à Estelle Pazou, du côté de la rédaction, pour nous présenter le 19h45. À tout de suite.
Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Depuis hier, les candidats composent les épreuves du certificat d'études primaires session de juillet 2018. Après les premières épreuves, ils sont confiants. Les tarifications aux pompes péage et pesage changent. Elles passent au double. C'est une décision du ministre des Infrastructures et des Transports entrée en vigueur depuis le 1er juillet. Un consultant en économie donne son avis. Et puis, la médiation médicale chinoise au Bénin est en fête à travers une exposition photographique au Centre culturel chinois. Les performances de la 22e mission de Ningxia ont été célébrées. Depuis hier, les candidats à l'examen du certificat d'études primaires composent les premières épreuves. Pour le compte de la première journée, ils ont affronté 4 différentes épreuves qui portent déjà l'espoir d'une réussite. Louis Koudogbo, Rodrigue Babagbeto. Nous sommes ici à l'école primaire publique de Kadjehoun où se trouvent 2 différents centres d'examen au nombre de 764 choisis sur toute l'étendue du territoire national pour l'examen du CEP, entendez certificat d'études primaires. Il est 17h24, la sirène vient de retentir, marquant ainsi la fin des épreuves pour le compte de cette journée. Les enfants sortent déjà des salles. Comment t'appelles-tu? Hassani Moraï et Petit Samat. Comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que les épreuves étaient abordables? Toutes. Comment tu t'appelles? Junior Joy. Alors, dis-nous, les épreuves aujourd'hui, quelles sont les matières dans lesquelles vous avez composé? Aujourd'hui, on a composé en lecture, en expression écrite, en ES, en EST et en oral. À la fin de cette première journée, comment étaient les épreuves? Abordable, très facile. Donc tu es sûr d'avoir 20 sur 20, 10 sur 10? À chaque épreuve. Comme vous pouvez le constater, mesdames, messieurs, les enfants sont tous pris de joie à la fin de cette première journée. Et du côté des chefs centres également, c'est la même chose. Du moins, ils confirment que les épreuves ne sont pas du tout difficiles pour l'élève moyen. Les épreuves auxquelles ont été soumis les candidats, on peut dire que c'est des épreuves qui sont à leur portée. Et je crois que dans le rang aussi des apprenants ou bien des candidats, les témoignages que nous sommes en train d'avoir jusque-là, on peut espérer que les résultats de cette année seront vraiment éclatants. Dans le centre Kadjehoun 2, sur 297 candidats inscrits, 4 ont brillé de par leur absence. Au centre Kadjehoun 1, le schéma est aussi resté le même. Nous avions 100 garçons, 141 inscrits, filles 142. Nous avions connu 4 absences, 3 garçons et 1 fille. Le mardi, nous débutons avec l'épreuve de mathématiques. Ensuite, l'épreuve de A, couture. Le mercredi, l'épreuve d'éducation physique et sportive. Dame Pluie n'aura pas empêché les enfants de bien démarrer l'examen dans ce centre. Il n'y a plus qu'à espérer qu'il en soit de même jusqu'au dernier jour. C'est effectif. Depuis le 1er juillet, les tarifs de péage et de pesage ont été revus. Ils sont passés du simple au double au niveau de chaque poste. Les nouveaux tarifs ont été annoncés par le ministre béninois des Infrastructures et des Transports. Un consultant en économie donne son avis. Il est au micro de Léonida Onzo. Techniquement, nous devons reconnaître que cette hausse de prix au niveau de nos ponts de péage et passage est due sur 2 plans. Le premier plan, d'abord, c'est de renflouer les caisses de l'État. Et le second plan, on peut le comprendre ainsi, c'est d'abord d'entretenir le réseau routier. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que à 70%, à 80% du réseau routier, c'est pratiquement les camions qui passent par les voies. Je ne dis pas une fuite en avance de la part du gouvernement, mais ce que j'aurais préconisé, ce que j'aurais proposé pour les prochaines fois, pour ces genres de décisions qui touchent immédiatement la population, j'aurais préféré que le gouvernement puisse vraiment associer
les gens qu'il faut, c'est-à-dire l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Ce n'est pas toujours heureux de ressentir ce genre de décision, mais je pense que sur le plan technique, nous devons peut-être encourager le gouvernement à continuer dans ce sens, mais en écoutant plus la population. Ce qui est sûr, force doit rester à la loi et nous devons rester vraiment dans la politique de l'État pour qu'aujourd'hui les ponts de péage et de paysage puissent vraiment rayonner au niveau de la sous-région, au niveau de l'UMOA. En marge de la journée de l'arbre célébrée au Bénin, l'association Famille Patriote a mis en terre des plants de différentes variétés. C'était à travers une séance de reboisement organisée dans le 13e arrondissement. Pour elle, c'est un geste pour accompagner la promotion de l'économie verte. Petroni Lokosu, Marcel Arrossi. Rendre notre espace de vie sain. Parole de Léopold Ouinsavi, chef du quartier Les Pylones. Nous sommes au nord d'Agla, dans le 13e arrondissement de Cotonou. Sur initiative de l'association Famille Patriote, la journée de l'arbre est célébrée en différé. Ceci pour soutenir la campagne de reboisement en cours sur le territoire béninois. Une centaine de plants de 3 variétés ont été mis en terre. Nous avons les plants de Kaya, le Ménila et le Superba. Nous les avons choisis pour leur particularité. Déjà, il faut prendre en compte le sol, la variété de sol que nous avons. Il ne faut pas que nous plantons des arbres qui ne puissent pas pousser sur le sol que nous avons. Nous avons choisi également les plants en fonction de leurs caractéristiques. Il y a des plants qui ont des racines dévastatrices alors que nous avons un sol assez fragile. Donc nous avons tenu compte de ces critères pour pouvoir choisir les plants. Ils sont conscients de l'importance de l'arbre, principale source d'énergie au Bénin. Ils rêvent, eux aussi, d'un Bénin plus vert. Aujourd'hui, nous sommes en train de mettre des plants. Nous allons les entretenir pour que ces plants, une fois mis en terre, puissent prospérer, puissent devenir des arbres et contribuer à notre objectif, c'est-à-dire celui d'avoir un espace beaucoup plus vert. C'est une manière de contribuer à préserver l'humanité contre les menaces que constituent les changements climatiques. Les relations sino-béninoises sont au beau fixe. Elles se lisent à travers une exposition photographique qui commémore le 40e anniversaire de la coopération médicale. Cet événement a eu lieu vendredi dernier dans les locaux du Centre culturel chinois. Objectif, mettre en lumière les performances de la 22e mission de Nixia en République du Bénin. Lazare Migan, Francis Fatan. Le 8 janvier 1978 est un jour mémorable. C'est en ce jour-là que la première mission médicale venant de la région autonome du Ningxia, en République populaire de Chine, s'est envolée vers le Bénin pour exécuter sa mission principale, sauver des vies humaines. Dans ce cadre, plusieurs réalisations ont été faites. Les chiffres sont éloquents. 3 millions de patients béninois ont été soignés, 130 000 hospitalisés, 57 000 opérés. Un grand nombre de maladies courantes et fréquentes ont été diagnostiquées et traitées. Et beaucoup d'opérations extrêmement difficiles ont été réalisées pour la première fois dans l'histoire du Bénin. Des tableaux de différentes sections de ces photos de souvenirs retracent les pas de lutte, les parcours glorieux des 22 missions médicales, les mots qui interprètent des années de gloire, les médailles d'honneur, les certificats d'attestation qui incarnent les hautes poursuites. Les populations des villes de Lokossa et de Natitengu ont commencé par bénéficier d'une consultation gratuite pour marquer le début de cet anniversaire. La Chine a décidé de fournir aux forces armées béninoises, sous forme de dons, une assistance en matériels et équipements médicaux d'un montant de 10 millions de yuan, soit environ 800 millions de francs CFA. Les forces armées béninoises viennent une fois encore d'être honorées et les autorités militaires à divers niveaux et moi-même mesurons la portée de cet acte hautement appréciable. Ce regard en arrière sur les réalisations du passé vise à nous inspirer à créer un meilleur avenir.
Le Fonds monétaire international juge les politiques publiques du Bénin satisfaisantes et annonce le décaissement d'une tranche de près de 22,4 millions de dollars, soit 12 milliards 320 millions de francs CFA. Ce nouveau décaissement est un signe d'encouragement à la poursuite des réformes engagées dans le pays. La France met 36 milliards de francs CFA supplémentaires à la disposition du Cameroun dans le cadre du 3e contrat de désendettement et de développement. Cette enveloppe va servir à financer 3 projets, notamment des projets d'appui à la valorisation, la transformation et l'industrialisation des produits agricoles. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur BB24, la chaîne du développement. Merci Estelle Pazot. À demain. À demain, on vous retrouve demain, n'est-ce pas? Oui, dans le monde agricole. Dans le monde... Ah, vous serez ici, à côté de nous, juste sur le plateau, pour parler agriculture. Merci Estelle Pazot. On va vous retrouver donc demain dans le monde agricole. Mesdames et messieurs, on échangeait avec monsieur... Lot, oui, monsieur Lot Akpo, ingénieur agronome. On parlait avec lui de la journée internationale des coopératives qui sera célébrée le 7 juillet prochain avec pour thème pour une production et une consommation durable. On va revenir là-dessus. Alors, monsieur Akpo, on parlait de ces avantages. On a abordé les inconvénients, mais on revenait encore sur les avantages de ces coopératives. Surtout lorsqu'on est dans la recherche des financements, c'est nécessaire de se mettre en coopérative, n'est-ce pas? Exactement. C'est très important de se mettre en coopérative. Là, ça permet d'obtenir de jouir d'assez de moyens sans les en disposer soi-même. Lorsque les producteurs se mettent en coopérative, par exemple, je disais tout à l'heure dans la définition que c'est une association. Donc ça leur permet d'avoir accès, par exemple, au microcrédit ou au crédit tout simplement. Parce qu'il y a des partenaires qui ne financent que les coopératives. Et quand ils viennent en coopérative, alors on se dit, voici des gens qui se connaissent, qui se sont étudiés, qui ont choisi de marcher ensemble. Alors là, s'ils atteignent au moins 3, c'est que si A jouit de ce financement, B étant ensemble et du fait qu'ils se sont allés ensemble pour bénéficier de l'argent, du crédit, ils seront appelés à se donner quelques règles et se compléter mutuellement pour éviter une dilapidation. Il y aura un meilleur suivi. Exactement. Donc, quand ils sont en coopérative, ça donne plus de crédibilité, plus de confiance aux structures de microfinance pour leur faciliter l'accès au crédit. Et l'autre chose, même pour obtenir des matériels agricoles, c'est aussi le cas. Celui qui n'a pas l'argent d'aller prendre un matériel agricole seul, en coopérative, ils peuvent l'obtenir. Et tour à tour, ils vont se passer des rôles de ce matériel agricole et chacun va passer dans son exploitation pour l'utiliser. Toi, tu utilises lundi, le mardi, ce serait le tour de Y, le mercredi, etc. D'accord. Mais le thème de cette année, c'est la consommation et la production durable des biens et services. Qu'est-ce qu'on peut y comprendre? Qui parle de coopérative, ce n'est pas que la production. Il y a également la transformation. La transformation des produits et surtout leur conservation. Il y a les coopératives des bonnes dames qui produisent le gari. Notre gari connu à Dassa, à Savalou, au bord de la voie. Là. Il y a des coopératives. Donc déjà qu'on parle de transformation, on parle de consommation. Vous voyez là où je veux en venir. Et si les moyens adéquats sont mis à leur disposition, c'est que ces coopératives vont survivre assez longtemps. Et puisque ça génère, chaque activité génère des revenus, pour ne pas dire des bénéfices à ces coopératives, ça va leur permettre de vivre longtemps et de faire face également à l'évolution du coût de la vie, etc. Donc, voici pourquoi la vie en coopérative permet une vie durable. Et peut-être pour également appuyer vos propos, déjà il faut dire en 2014, déjà en 1914,
1994 déjà, les Nations Unies ont reconnu et réaffirmé que les coopératives étaient vitales pour le développement économique, social et culturel du monde. Oui. Économique, social et même culturel. Exactement. Tout cela est juste du fait que c'est comme les cérémonies d'enterrement. Oui. C'est de l'entraide, c'est de l'assistance. Donc, de part déjà cette vie en communauté, ça appelle à beaucoup d'autres vies en dehors de l'activité qui est reconnue et principalement à la coopérative. Donc, ça génère assez de fonds pour tourner de façon économique. Et également, ça fait appel à des sorties culturelles, ça fait appel à une valorisation de nos cultures à la base. Vous voyez, quand vous voulez rendre visite, par exemple, à une association de femmes productrices de gari, elles vont s'associer, elles vont se regrouper et dès qu'elles vont vous voir venir, elles vont se mettre à chanter, à danser. Vous voyez, au-delà de la production, nous faisons des appels à la culture, à la valorisation de leur culture dans leur environnement, dans leur milieu de vie. Donc, vivre en communauté, la vie en coopérative, ça appelle à assez de notions, assez de complémentarité. C'est nécessaire aujourd'hui, c'est indéniable aujourd'hui dans cette communauté dans laquelle nous vivons. Exactement. Nul ne peut s'autosuffire. Autant que nous sommes, on peut être excellent, n'importe comment, on aura besoin de l'autre. Si vous êtes riche, vous avez besoin des pauvres pour sauvegarder votre richesse ou l'accroître en d'autres termes. Mais comment sera célébrée cette journée? Vous avez une idée de comment ça va se faire dans notre pays? Bon, je ne veux... samedi prochain? Non, je ne dispose pas de grandes informations sur ça. Ce que je sais, qui est sur les ça ne passera pas inaperçu. Se prépare déjà à l'interne. Exactement. À coup sûr. Oui. Merci beaucoup. Et c'est des occasions où se regroupent pour réviser les chartes, les règlements intérieurs, voir s'ils progressent ou sont statiques ou régressent, pour faire un bilan. Exactement. D'accord. C'est très important pour leur vie. Leur vie. Donc, par anticipation, déjà, on souhaite bonne fête à toutes les coopératives du monde et particulièrement à celle du Bénin. Merci, Monsieur Akpo, Lot Akpo, ingénieur agronome, pour avoir abordé le sujet avec nous. Bon retour chez vous. Le plaisir est à moi. Il est partagé à mon niveau aussi. Merci. Alors, mesdames et messieurs, ce sera donc tout pour le grand rendez-vous de ce 3 juillet 2018. Nous avons de l'autre côté Amandine Aniamboussou qui va nous présenter l'actualité sur la toile. ActuWeb tout de suite avec Amandine Aniamboussou. Bonsoir à tous et à toutes. L'information qui monopolise les attentions ce mardi sur la toile, c'est bien sûr la mort du roi d'Abomey, Agoli Agbo. Il est décédé ce lundi 2 juillet 2018, après 8 ans sur le trône. Il faisait partie de l'une des têtes couronnées les plus respectées du Bénin. Il avait 87 ans et en langage d'initié, on dit que la nuit est tombée sur le royaume. Les hommages se multiplient donc depuis ce lundi. Les personnalités politiques saluent le sens de responsabilité du roi. Sur les réseaux sociaux où s'est propagée la nouvelle, personne n'a dit le roi est mort, c'est interdit. La nuit est tombée à Danromé. Autre information sur la toile, c'est ce naufrage au large des côtes libyennes. Le bilan fait état de 63 disparus et porte à près de 170 le nombre total de disparus en 3 jours. Selon les rescapés, 104 personnes étaient à bord de l'embarcation. Garabouli, située à quelques 50 km à l'est de Tripoli, est devenue le point de départ de canots pneumatiques surchargés de migrants qui veulent tenter la périlleuse traversée de la Méditerranée vers l'Italie. Selon l'Organisation internationale des migrations, le bilan des derniers jours porte à 1000 le nombre de morts en Méditerranée en 2018. Les secourus, une fois à terre, sont transférés vers des centres de détention. L'OIM est déterminée à faire en sorte que les droits de l'homme de tous les migrants soient respectés.
En Thaïlande, de jeunes footballeurs piégés dans une grotte ont été retrouvés sains et saufs 9 jours plus tard. 12 enfants et leur entraîneur sont pris au piège dans une grotte inondée. Opération de secours en direct à la télévision, chanson à leur hommage. Leur disparition avait suscité une mobilisation nationale et internationale. Mais pour retrouver leurs proches, ces enfants âgés de 11 à 16 ans vont devoir apprendre à plonger. Ils vont recevoir 4 mois de vivres. En parallèle, le pompage se poursuit pour faire baisser le niveau d'eau au maximum et rendre l'évacuation moins difficile. Coupe du monde Russie 2018, les Japonais nettoient leur vestiaire et laissent un mot après leur élimination. Après avoir mené au score 2-0, le Japon a finalement cédé en fin de match. La déception était grande à l'issue de la rencontre, mais fidèles à leurs habitudes, les Japonais sont sortis très dignement de la compétition. Après avoir nettoyé le vestiaire, ils ont laissé un petit mot en russe, « Merci ». Un merci qui devrait ravir la Russie et les organisateurs de cette compétition. C'est donc une petite histoire qui restera dans la légende de ce mondial 2018. Fin de cette revue du web. À bientôt. Merci Amandine Niambossou. Merci pour ces informations. Moi, je retiens déjà mon niveau pratiquement de grandes informations. La nuit est tombée sur le royaume. Bon, chez nous, on dit Dayala. Quand on le dit, tout le monde sait ce qu'il en est. Toutes nos condoléances à toute la communauté d'Abomey, à tous les Da du Bénin. L'autre information qui me réjouit un peu, c'est ce mot laissé par les Japonais. Oui, ils sont partis dignement. Ils remercient toute la Russie. On les remercie également pour ce merveilleux parcours qu'ils ont eu dans cette Coupe du Monde 2018. Mesdames et messieurs, c'est définitivement terminé pour le grand rendez-vous. Mais d'abord, voici la météo en rappel. Mesdames et messieurs, merci pour l'attention que vous nous avez accordée. Je remercie au passage toute l'équipe technique de l'autre côté de la régie, Christelle Sagboran, Enoch Gogan, Gaëtan Akpasso, Robles Avouzoukan, Bernol Djogbe, Djogbe, et tous ceux qui vous ont assisté. Vous retrouverez, mesdames et messieurs, cette même équipe technique là demain, toujours pour le grand rendez-vous. D'ici là, portez-vous très bien.